Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour la reprise de PLB Club, première émission de l'année 2026. On en profite évidemment parce qu'il est encore temps pour vous présenter tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Et merci aussi bien sûr d'être fidèle à notre émission sur le foot anglais et le foot allemand. Salut Phil, salut Jean-François, je suis ravi de vous retrouver. Salut Philippe. Ben, nous aussi. Nous aussi. Et meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. Que tout se passe bien dans cette année nouvelle. Nous, l'émission n'a pas changé par rapport à 2025, bien sûr. Le concept est toujours le même. On va parler des affiches du week-end prochain et on va aussi s'intéresser aux prestations et à l'actualité des Belges en Angleterre et en Allemagne. Et dans ce contexte-là, on est vraiment ravis d'accueillir l'un de nos indiscutables chez les Diables Rouges. C'est Timothy Castagne qui est là avec nous en direct de Londres. Salut Timothy, un énorme merci de participer à cette émission. Comment vas-tu là-bas à Londres pour l'instant? Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année? Oui, très très bonne, merci. Merci pour l'invitation aussi. Voilà, on te souhaite évidemment une bonne année 2026 à toi aussi, parce que cette année 2026, c'est pas une année comme les autres, elle est un petit peu particulière quand même, puisque il y a la Coupe du Monde. Et j'imagine que la Coupe du Monde, elle est déjà là dans ta tête, non? Ah oui, bien sûr. Pour l'instant, je pense déjà beaucoup à cette Coupe du Monde, à comment arriver dans les meilleures conditions pour faire quelque chose de bien. Et tu vois Philippe, c'est pas une émission comme les autres parce que c'est pas un invité comme les autres non plus. Voilà, je trouve que voilà, depuis maintenant 10 ans, il est présent au plus haut niveau. Oui. Et moi, ce que j'ai juste envie de lui souhaiter, c'est que tout ce qui va se passer pour lui à partir d'aujourd'hui, ce sera toujours encore mieux que ce qu'il a eu hier. Donc voilà, une belle Coupe du Monde et en club, et on en reparlera pendant l'émission aussi, mais en club, que ça se passe le mieux possible pour lui aussi. Vous vous êtes croisés quelquefois, je pense. On s'est croisés quelquefois, exactement. Moi, je l'ai eu, il était beaucoup plus jeune. Ah ben forcément, oui, nous aussi. Mais j'ai tellement de bons souvenirs avec lui. Ok, encore merci d'être avec nous, Tim. Et là, maintenant, on va se plonger dans notre chapitre anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en Première Ligue durant les dernières semaines. Alors, il s'est passé beaucoup de choses en Première Ligue, mais il y a eu la FA Cup aussi. Et donc, on va parler tout d'abord de l'actualité chaude en Angleterre. C'est la FA Cup. Timothy, qualification pour Fulham, avec toi titulaire. J'allais dire sans problème contre Middlesbrough 3-1, mais quand je dis sans problème, c'est avec une petite nuance quand même, parce que vous avez dû attendre la dernière demi-heure pour émerger. Ouais, c'est ça. On a eu une première mi-temps pas facile. Ils étaient bien en place et on avait du mal à trouver un peu nos marques. Et puis, voilà, la dernière demi-heure, on a un peu déroulé. Et évidemment, avec quelques joueurs qui sont rentrés, ça fait aussi vite la différence. Donc voilà. Donc, pas facile quand même, mais le score va nous montrer que ça avait l'air facile. Oui, c'est vrai. Le plus important, c'est de se qualifier. Parce que, vous irez à Stoke au prochain tour. Pour vous, ça s'est bien passé. Ça n'a pas été le cas de toutes les équipes londoniennes. Tottenham sorti par Aston Villa, ça, c'est compréhensible. Mais alors, ce qui s'est passé avec Crystal Palace, tenant du titre en FA Cup, et qui a été éliminé par Macclesfield, équipe de 6e division, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Toute la presse anglaise... la presse anglaise a dit c'est le plus grand exploit de l'histoire de la FA Cup. Parce que c'est une coupe qui n'est pas comme les autres. Chaque fois, on présente cette coupe comme ça. Alors, on dit souvent que le football appartient aussi à la base. Et on oublie ça parfois un peu chez nous, en Belgique, etc. Mais là-bas, en Angleterre, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se souvenir qu'on est professionnel en Angleterre jusqu'à là, jusqu'à 5e division. Non, 6e. Non, c'est jusqu'à la... Ouais, Timothy, tu me confirmes, c'est 5e, 4e? C'est jusqu'à League 4, non? Moi, j'aurais dit 5e, mais je suis pas sûr non plus. Donc, voilà. Mais ça ne le concerne pas encore. Non. mais tout ça pour dire que donc il y a dans le terroir de ces clubs-là toujours cette envie de réussir un exploit, etc. Et donc c'est une coupe qui vit pas comme les autres. Non, c'est un trophée mythique, la FA Cup. Mythique d'abord parce que c'est la plus vieille compétition au monde. C'est la première à être apparue à la fin du 19e siècle. Je voyais un documentaire sur la FA Cup diffusé par une chaîne anglaise. Et c'est très très lié aussi à l'histoire de chaque ville.
Donc, quand il joue un match de coupe, surtout pour les plus petites équipes, je pense, et peut-être que Timothy peut le confirmer, il y a une envie qui est sublimée, qui dépasse largement le simple match. Ils jouent aussi pour tout ce que ça représente dans leur ville, et c'est souvent des choses qui sont liées au passé historique ouvrier Oui. de beaucoup de clubs dans le Nord, par exemple. Donc, c'est très, très important, et ça décuple les forces, sans doute, de certains joueurs, ou de tous les joueurs dans un club. C'est vrai, Timothy, tu as ressenti déjà ça, de ce climat tout à fait particulier, notamment quand tu vas jouer dans des divisions inférieures. Je rappelle que tu as gagné la FA Cup avec Leicester face à Chelsea il y a quelques années. C'est particulier ce trophée-là. Et cette Ouais, compétition-là. c'est ça qui rend la FA Cup incroyable, c'est qu'il peut y avoir des exploits comme ça. Et oui, comme vous l'avez dit, parfois on reçoit des équipes où on va là-bas et on devrait gagner facilement, mais je pense qu'il y a cette, pas cette envie, mais il y a toujours le sentiment qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner et ils ont la confiance. Et ouais, même contre une petite équipe, c'est compliqué parce qu'ils pensent toujours qu'ils peuvent nous battre. Et on voit pas ça beaucoup dans d'autres pays. Je pense que c'est surtout ici en Angleterre quand on voit une division 6 qui bat une de Première Ligue, c'est incroyable, mais c'est aussi beau parce que ça arrive pas souvent. Non, non, c'est vrai que c'était magnifique. Pour rappel, on l'a peut-être pas encore dit, mais Macclesfield est entraîné par le petit frère de Wayne Rooney. Voilà, bon, juste pour l'anecdote. Mais c'est vrai que dans cette compétition, tout est possible et c'est tellement chouette, la FA Cup. On en vient maintenant à la Première Ligue, qu'on adore aussi. On l'a dit, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines. Il y a eu 4 journées de compétition depuis notre dernière émission. Regardez le classement, si on ne tient compte que des 4 dernières journées pour voir qui sont les gagnants et les perdants. Bon, Arsenal est toujours premier avec 6 points d'avance sur City qui a perdu pas mal de plumes, hein. Et puis Brentford, plus 6, Newcastle, plus 7, Fulham, on y reviendra, plus 3. Ce sont les 3 bonnes surprises places, de 3 cette je veux dire. période des fêtes où ils ont gagné beaucoup de matchs, ils ont bien joué. City, effectivement, ils ont fait 3 matchs nuls de suite, donc ils ont un peu facilité le travail d'Arsenal en fin de saison. Arsenal qui a battu Aston Villa aussi, donc l'écart s'est creusé, ça c'est la formation principale, je pense. Oui, je répète qu'on ne gagne pas un titre à ce moment-là, mais on le perd peut-être. Oui. Donc, si on voit les 3 matchs nuls, ce sont peut-être les points qu'il manquera à City en fin de saison. Et on verra. Mais en tout cas, Arsenal est passé cette période sans trop Entre les d'encombre. gouttes. Exactement. Voilà. Et Brentford, on y reviendra un peu plus tard, qui fait un carton aussi. Fulham, on y reviendra avec Timothy. Mais la deuxième partie du classement aussi, après 4 journées, parce qu'il y a des équipes, bien sûr, qui ont pris des places, qui ont gagné des places. Il y en a d'autres qui, forcément, en ont perdu. Sunderland, Chelsea et Crystal Palace aussi. Ouais, ce sont un peu, en tout cas Sunderland et Crystal Palace avec Bournemouth qui maintenant se stabilise, mais c'était les 3 très bonnes surprises du début de saison. Et puis Bournemouth dans un premier temps a vraiment marqué le pas, plus que marqué le pas d'ailleurs. Et puis maintenant c'est Palace et Sunderland qui souffrent un petit peu du rythme, je pense, en Angleterre. Ouais. Un mot aussi, un regard sur les prestations des Belges durant cette période, donc sur les 4 dernières journées. Avec, comme souvent, Leandro Trossard et Youri Tielemans qui se sont mis en évidence encore avec des buts et des assists. Oui, puis voilà, on voit Timothy qui a joué. Alors moi, je vais faire un lien direct. Hein. Vous avez vu le haut classement de Fulham il y a un instant, sur cette période de 4 matchs. C'est les 4 matchs qu'il a joués. Voilà. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et c'est chouette pour Timothy. Tu voulais inciter aussi sur Onana, quand même aussi, blessé. Ça, je trouve que c'est peut-être un petit peu, et c'est vrai quand on se projette avec la Coupe du Monde, c'est une des questions, je trouve, qui reste en suspens. C'est-à-dire que chaque fois que je vois Onana qui joue pendant plusieurs matchs, il se bonifie à chaque match, et on le sent vivre, et puis paf, il y a cette petite blessure qui revient à chaque fois, et on a le sentiment qu'il est toujours stoppé à un moment donné par un petit souci. J'espère qu'il sera pour la Coupe du Monde à 100% de ses capacités, parce qu'on voit quand il a l'occasion d'aligner les matchs et les titularisations et le temps de jeu, souvent il est en progrès constant et on sent sa qualité qui augmente. Tim, c'est l'angoisse de tous les footballeurs qui sont susceptibles de participer à une Coupe du Monde, les blessures.
Alors, il ne faut pas y penser, mais inévitablement, j'imagine qu'on y pense quand même. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est pas toujours évident hein, lorsqu'un grand tournoi se profile comme ça. Ouais, c'est pas facile. Comme vous l'avez dit, on peut pas y penser, mais ça reste toujours dans un coin de nos têtes. Après, souvent, quand on essaye de faire un peu attention, c'est là qu'on se blesse. Donc c'est ça le pire à faire. Il faut soit, voilà, il faut seulement y aller à 100% et voilà, si quelque chose doit arriver, c'est comme ça, on peut pas changer, on peut pas trop changer. Non, c'est le destin. C'est vrai que voilà, tout peut arriver, mais il ne faut pas y penser, même si c'est difficile. Pour en revenir à ta saison, bon, on a déjà vu quelques chiffres à l'antenne. Quel est ton sentiment? On va voir ici maintenant des chiffres plus spécifiques sur ta saison à toi. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu souhaitais, bah, j'imagine que oui, jouer un petit peu plus? Depuis quelques semaines, en tout cas, tu es à nouveau titulaire et comme on l'a déjà dit aussi, eh bien, ça fonctionne pas mal du tout. Content, non. Évidemment, j'aimerais bien plus jouer. Là, les dernières semaines, c'était bien. On a fait des bons matchs, on a bien joué, donc ça fait plaisir, mais ça me donne aussi un peu, ça m'énerve aussi un peu parce que je sais que je peux le faire et que je peux aider l'équipe et ne pas pouvoir le faire avant ça ou peu, bah, c'est difficile en tant que joueur surtout voilà, de rester sur le côté et en sachant que je pourrais faire plus. Mais à chaque fois que tu joues, voilà, on a vu l'essentiel de tes matchs. À chaque fois que tu joues, tu es performant et l'entraîneur n'a pas grand-chose à te reprocher. Est-ce qu'il te reproche quelque chose ou pas du tout? Bah, il y a toujours des petites choses à reprocher. Après, je pense que c'est plus lié au système où il a besoin d'un profil qui reste un peu plus et qui rentre un peu dans un 3 défensif pour donner la liberté au bas gauche. Et voilà, moi, mes qualités, c'est plus de monter, de faire la ligne et pas de rester comme presque troisième défenseur central. Donc, moi, je pense que c'est plus ça qui est le problème. Après, contre Chelsea et Liverpool, bah, il m'a mis plus comme wing-back et ça s'est super bien passé, mais on le fait pas souvent. Ouais. Mais tu as toujours cette polyvalence. Hein. Tu peux jouer dans une défense à 4, tu peux jouer avec un système de défense à 3. On t'a vu même jouer aussi côté gauche, si je ne m'abuse, lors d'un match de cette saison. Ouais, ouais, j'ai joué contre Palace, oui, contre Crystal Palace. Après, ouais, je peux aussi jouer dans le 3 ça c'est sûr, mais je serai toujours moins performant que si je joue voilà, en utilisant le maximum de mes qualités. Ça Après, peut, à ça, gauche, je l'ai fait aussi en équipe nationale Oui, et je peux le faire aussi et je pense que je le fais bien, surtout dans un 5. c'est un peu ça le but hein, quand même. Quand on met des joueurs sur un terrain, c'est dans la meilleure disposition. Donc lui, ses meilleures dispositions à lui, c'est sans doute, elle suit, voilà, c'est à droite. Ça, c'est voilà. À gauche, il le fait très très bien aussi, mais il est forcément un petit peu sur son mauvais pied. oui. Donc voilà. Et pour avoir suivi les rencontres, etc., moi je trouve que voilà, c'est un choix d'entraîneur. Parfois, il faut savoir expliquer aussi. Ça peut être très frustrant. Je le dis moi-même parce que je sais que pour un joueur, ça peut être extrêmement frustrant. Mais en même temps, il y a derrière ça aussi un choix d'animation et On peut malheureusement pas faire ça grand-chose. c'est pas faire grand chose tant que la graine est dans la tête de l'entraîneur et qu'il est convaincu que c'est comme ça que c'est mieux. Maintenant, s'il regarde les chiffres, il se rendra compte aussi que sur les 4 dernières semaines, je reviens avec ça, mais que sur les 4 dernières semaines, bah, force est de constater que son équipe, et on l'a vu dans le tableau tout à l'heure, ils sont tout en haut sur les 4 dernières semaines. Donc il faut peut-être aussi que le coach aussi à un moment donné dans sa tête se dise tiens, ça fonctionne pas mal aussi comme Ok, ça. ben voilà, il faut essayer de convaincre l'entraîneur. C'est ce que tous les joueurs veulent faire. Il y a peut-être une chose qui est positive là-dedans, Timothy, c'est que bon, à la Coupe du Monde, si ça devait continuer comme ça, si tu devais jouer durant certaines périodes et puis être sur le banc durant certaines périodes, tu vas arriver à la Coupe du Monde, tu seras pas cuit comme d'autres pourraient l'être peut-être. C'est peut-être quelque chose d'intéressant. Ah oui, oui, on peut toujours trouver du positif dans tout. Après, je crois que c'est toujours mieux d'arriver là avec, voilà, avec des minutes dans les jambes et plus de confiance, évidemment, parce que tu joues et tout ça. Après, après oui, c'est sûr que je serai plus frais, mais c'est pas mon objectif.
Immédiat. c'est pas mon objectif d'arriver à la Coupe du Monde sans avoir joué. Non, non, bien entendu, bien entendu. Pour en revenir à l'équipe en général, pendant une dizaine de matchs à peu près, hein, vous vous êtes retrouvés quand même assez bas dans le tableau. Et alors, on l'a vu, les fêtes de fin d'année se sont très très bien passées. Et là, vous avez opéré une superbe remontée. On va voir d'ailleurs les chiffres. Aucune défaite en 6 matchs, 14 points sur 18. Et il n'y a qu'Arsenal qui a fait mieux avec 16 points sur 18 pendant cette période-là. C'est quand même assez incroyable comme résurrection, parce qu'on peut presque parler de résurrection, Tim. Ouais, c'est top. On a fait presque la même chose l'année dernière où on a aussi très bien fait pendant les périodes des fêtes. Je sais pas vraiment s'il y a une raison ou pas. Peut-être qu'on gère bien la période un peu plus, voilà, avec beaucoup de matchs. Donc je sais pas, mais ça nous réussit bien les fêtes. Ouais, Charles-Robin, Tim. Bon, moi, je trouve que oui, il gère bien les fêtes. Je sais pas pourquoi non plus. J'ai aucune idée. Moi, je suis pas à l'intérieur du club, donc c'est Non, non. très compliqué à dire. Mais bon, Moi, toujours l'impression que quand on voit jouer Fulham, il y a vraiment une joie de jouer qui se manifeste dans l'équipe. C'est toujours agréable à suivre parce que c'est une équipe qui joue le jeu, qui essaie de marquer des buts tout le temps. Et je voulais poser la question, est-ce que c'est vraiment un groupe particulier en Première Ligue? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière dans ce club? Et est-ce que ça joue aussi de jouer dans ce stade Petit, relativement oui. petit, mais qui est ultra sympathique? Au bord de Tamise, il y a une nouvelle tribune, je pense, qui est pas mal aussi. Et il y a une ambiance tout à fait particulière, non, dans le club de Fulham? Ah oui, oui, l'ambiance déjà dans le stade est spéciale avec un stade comme ça, mais aussi ouais, dans l'équipe c'est ouais, une bonne atmosphère. On a quelques joueurs pour mettre l'ambiance, mais pas trop. Et ouais, franchement, on s'entend super bien et on est content de jouer ensemble. Et je pense que ça se voit. Donc c'est ça aussi qui aide. On sait bien que dans le foot, bah, il y a des tactiques, il y a tout ça, mais si le groupe il tourne pas bien, bah, c'est compliqué. Alors que là, quand ça tourne bien, bah, on voit que les résultats suivent aussi. Avec un stade qui est encore Craven Cottage, un À stade l'ancienne, un hein. peu à l'ancienne, hein, vraiment par rapport à d'autres grands stades. C'est vrai, les autres grands stades, Tim, tu vois la différence aussi, parce que le stade d'Arsenal, le stade de Tottenham, il y en a plein d'autres qui ont été construits, que l'ambiance, même s'il y a beaucoup plus de public, n'est pas toujours la même que, voilà, par exemple, à Craven Cottage. Ouais, après, bah, ouais, dans ces grands stades-là, c'est aussi, je veux pas dire un sentiment de trop d'argent ou des choses comme ça, mais je trouve que nous, avec nos vieilles tribunes, les sièges qui sont encore de je ne sais pas quelle année, ça donne un petit charme et voilà, on a toujours nos supporters. Évidemment, à Londres, bah, il y a beaucoup d'équipes, donc les supporters qui viennent chez nous, bah, ils sont vraiment supporters et ils sont là depuis longtemps et donc on le ressent pendant les matchs. Oui, c'est ça. Parce que nous qui sommes des anciens, on est toujours amoureux de Highbury, l'ancien stade d'Arsenal qui était extraordinaire. À propos des derniers résultats, pour revenir à ça, il y a eu donc un partage, il y a eu une victoire donc contre Chelsea, hein, pas mal. Un partage contre Liverpool aussi, c'est pas rien. Et alors, lors du partage contre Liverpool, il se passe un truc assez extraordinaire. Explique-nous comment tu as vécu ça. C'est ce but d'égalisation, l'égalisation à la 97e minute par Harrison Reed, qui venait de monter au jeu. Hein. Dans le temps additionnel, il marque à la 97e, je pense, le but de l'année, en tout cas le but de sa carrière. C'est pour ça qu'on joue au foot? Je pense bien, hein, pour des émotions pareilles. Ouais, c'était incroyable. Surtout qu'avant ça, on se disait tous, ne tire pas, et puis on la voit partir, et voilà, c'était fou. Surtout que on vient d'encaisser, donc on se disait déjà, voilà, on a fait un bon match et on perd 2-1, c'est dommage. Et puis il marque un but comme ça, donc c'est ouais, beaucoup d'émotions. Pourquoi vous vous êtes dit ne tire pas, ne tire pas? Pardon? Pourquoi vous vous êtes dit ne tire pas, comme tu dis? Bah, je pense qu'au début, on s'est dit, il est un tout petit peu loin, donc Ah ouais. autant centrer pour avoir plus de chance. Et puis quand il frappe, on voit la balle partir, on se dit, ah, elle est trop haute, et elle redescend parfaitement dans la lucarne. Donc c'était incroyable.
Une trajectoire incroyable. En plus, ça faisait presque 2 ans, je crois qu'il n'avait plus marqué un but, très très longtemps en tout cas. Oui, je crois que ça faisait 2 ans et c'est la première année que je suis arrivé. En tout cas, même à la télé, c'était waouh, magique. Hein, cette fin de match, on a vibré comme tout le monde, sauf les supporters de Liverpool, évidemment. Vous êtes à 2 points de la 5e place. Timothy, est-ce que, oui, inévitablement, on revoit les objectifs à la hausse? Vous allez maintenant à Leeds et puis vous allez recevoir Brighton. Il y a encore des points à prendre là. On met la barre à quel endroit du côté de Fulham? Bah, je pense qu'on vise une place en Europe. Euh, Après, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur que l'année dernière où on était bien aussi et on a craqué à la fin. Donc ici, on doit continuer comme on fait pour l'instant. Et ouais, ça va pas être facile, mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont à peu près au même nombre de points. Donc il y a des choses à jouer. C'est vrai que c'est extrêmement serré hein, dans ce haut du tableau, en bas du tableau aussi, en Angleterre. Il y a un autre joueur sur lequel on voulait te faire rebondir, qui est un de tes partenaires et qui est en grande, grande forme aussi, c'est Harry Wilson. Il a pris une dimension assez extraordinaire ces dernières semaines. On voit ici ses statistiques qui sont quand même assez fameuses. 12 matchs de Premier League, 6 buts, 4 assists. FA Cup, ici tout récemment, 1 match, 1 but, 1 assist. Et puis avec le Pays de Galles contre la Macédoine du Nord, il avait marqué 3 buts et donné 1 assist. Quand on voit ses stats et quand on le voit jouer, on se dit waouh, là c'est quelqu'un qui apporte énormément, inévitablement. Ouais, et puis je pense que pour l'instant, il marche un peu sur l'eau. Dès qu'il frappe, ça rentre. Même lui, hein, il pense qu'il va tirer. Il sait que ça va rentrer. Donc c'est incroyable. Mais honnêtement, on connaît tous en tout cas au club, on connaît tous sa qualité et son pied gauche surtout. Et donc ça nous étonne moins, mais là, je crois qu'il est un peu, il est dans les bonnes conditions. Il joue un peu plus en soutien d'attaque et donc il arrive dans ces situations-là. Et puis, bah, c'est un joueur malin aussi, donc il trouve toujours les endroits pour se placer. Et voilà, comme je l'ai dit, son pied gauche, il fait des dégâts. Il n'y a que, donc en fait, il est concerné par 10 buts sur les 12 derniers matchs de Première Ligue. Il n'y a que Haaland qui est concerné par plus de buts. C'est quand même. Seul problème d'un joueur qui se met en évidence comme ça, à ce point-là, c'est qu'il faut d'abord tenir le rythme, et deux, il y a un moment donné, il y a un risque qu'on vienne à un moment donné le chercher. Et donc voilà. Donc bon, c'est comme ça. Ça fait partie aussi du projet du club et de cette manière dont il essaie de mettre des joueurs en avant. Et voilà. Ça fait. Oui, vas-y, on t'écoute. Quand on pense à lui, cet été, il est presque parti à Leeds justement parce que on avait acheté d'autres joueurs, donc il voulait partir et ça s'est pas fait au dernier moment. Donc c'est quand même le foot peut aller vite parce qu'il se disait déjà que c'était terminé, qu'il jouerait pas ici et maintenant il est dans la forme de sa vie. Donc c'est ça aussi qui est beau avec le foot. Voilà, c'est fou, hein, c'est l'instabilité de ce monde, mais qui permet aussi de vivre tellement d'émotions. À propos d'émotions, et pour revenir un tout petit peu à la Coupe du Monde dont on a parlé tout à l'heure, le tirage Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Je sais que le tirage il a eu lieu au mois de décembre, mais voilà, quel est ton ressenti par rapport à ce tirage-là? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu les équipes que vous alliez affronter? Et est-ce que tu regardes la CAN, puisque du coup il y a un adversaire Ah ouais, bah, je regarde les matchs de l'Égypte, ça c'est sûr. Je pense que ouais, ce que j'ai pensé du tirage, c'est un bon tirage. Après, on doit pas prendre les autres équipes à la légère. Bah, l'Égypte, ils sont en train de montrer qu'ils ont beaucoup de qualité. Et voilà, après, on doit sortir premier pour être le mieux possible dans les phases à élimination après. Mais faut pas qu'on prenne à la légère. C'est ça le plus important. L'Égypte avec Marmouche et avec Salah. Et puis par rapport à la CAN, il y a quand même un cas un peu particulier avec Fulham, puisqu'il y a 3 joueurs qui jouent avec le Nigeria et qui sont en demi-finale, qui affrontent le Maroc ce soir, et qui sont peut-être candidats aussi à un titre dans cette compétition. C'est un peu particulier pour vous, vous suivez ça particulièrement? Bah oui, on suit pour eux justement et bah ils parlent beaucoup avec nous sur le groupe et on répond pas mal, donc on est pas mal en contact. Après, c'est aussi fou parce qu'on se disait qu'on allait avoir
peut-être plus de problèmes sans ces trois-là parce qu'ils sont quand même titulaires incontestés chez nous et au final, c'est là qu'on prend le plus de points. Donc, quand ils vont revenir, ça sera encore mieux. C'est ça votre renfort de janvier, en fait. Ce sont les trois qui reviennent de la C'est ça. CAN. Peut-être C'est ça. champion en Afrique, en plus. Peut-être. C'est quand même particulier, quand même pour la première ligue. On a joué beaucoup pendant ici les fêtes de fin d'année. N'oublions pas qu'il y a le mercato qui s'ouvre. Il y a des joueurs qui sont partis à la CAN. Certains vont revenir de la CAN. Pour les entraîneurs, ça doit pas tout. C'est un fameux casse-tête. Tu as été entraîneur aussi, Jean-François. C'est pas évident, hein, non? Non, c'est pas évident, mais moi je dis toujours, c'est aussi la possibilité pour d'autres joueurs de saisir une chance qu'ils n'ont peut-être pas au moment où voilà. Donc moi je vois toujours les choses de manière positive et il faut pouvoir positiver dans ce cas-ci et se dire qu'il y a des gars qui ont eu l'occasion parce que finalement trois gars qui sont partis à la CAN et on a vu le parcours, il est formidable. Donc voilà, C'est la magie du foot. la magie du foot, mais aussi la construction d'un groupe et d'une atmosphère et d'un objectif et de tout ça. C'est vrai. Timothy, tu restes encore quelques minutes avec nous. On va aborder quelques faits d'actualité de Première Ligue. Forcément, il s'est passé beaucoup de choses, on l'a dit. Quelques informations marquantes des dernières semaines, voire des derniers jours. Et tout d'abord, le licenciement à Chelsea de Enzo Maresca. Jean-François, Phil, est-ce que ça vous a surpris? Oui. Et tout d'abord, oui. Et puis, est-ce que vous trouvez que son bilan est positif ou négatif? Mais voilà, je vous donne deux questions. Vous pouvez répondre. Moi, ça m'a surpris aussi. Je ne trouve pas que son bilan soit plus négatif actuellement que par le passé. On le voit avec les chiffres d'ailleurs, c'est assez comparable. Maintenant, il y a peut-être cette 13e place en Ligue des Champions qui est le facteur décisif. Et je pense que derrière ça, il y a aussi un facteur plus important, c'est le groupe et la relation avec le coach qui devait ne plus bien fonctionner parce que sinon, je ne vois pas une explication directe dans les chiffres. Jean-François, ça Je ne sais pas si c'est une explication de dire c'est avec le groupe et le coach, c'est peut-être avec le groupe et les dirigeants, Aussi, ouais. ou avec le coach et les dirigeants. Mais j'ai vu là, en tout cas, une décision un peu étonnante, malgré tout, parce que je trouvais sur que... l'ensemble de son passage. Oui, après, Il a voilà. fait quand même du bon travail. Il a ramené des trophées. Oui, mais à un moment donné, il faut regarder qui y a devant aussi, quoi. Donc, voilà, devant, il y a Arsenal, il y a City, il y a Aston Villa, voilà. Donc, à un moment donné, je trouve que c'est aussi à un moment donné, dans une décision comme celle-là, c'est aussi fragiliser, je trouve, le club, le groupe, etc. Mais c'est un avis. Maintenant, il y a un autre élément aussi, je pense, c'est que ça suit juste le bruit ou la rumeur qui a circulé, comme quoi il serait le successeur désigné de Guardiola à City. Vrai, oui. Ça peut être éventuellement aussi un élément. C'est 2027, je crois, le contrat de Guardiola. Donc, est-ce que Chelsea veut déjà préparer le futur en sachant que son coach pourrait partir? Qui sait? En tout cas, on sait depuis pas mal de semaines, ou plusieurs semaines, que les relations entre Maresca et la direction étaient tendues. Rappelez-vous ce qu'il avait déclaré, Enzo Maresca, il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de décembre, suite à la défaite à l'Atalanta en Ligue des Champions. Rappelez-vous. The last 48 hours has been the worst 48 hours since I joined the club because many people didn't support us. You mean fans or... I love the fans and we are very happy with the fans. Voilà. Après ça, on avait un peu compris quand même. Hein. Oui. On comprend, moi personnellement, je comprends ça avec un problème plutôt avec la bien direction sûr, oui, qu'avec avec la direction d'autres. Hein, donc, Oui, plus avec la direction. voilà. Après, on ne sait pas. C'est peut-être sur la philosophie, sur les transferts, il peut y avoir tellement de points de désaccord, mais cette interview et le non-dit à la fin ça en dit assez long sur son état d'esprit à lui. Ouais. Tim, je ne vais pas te demander, bien sûr, si Chelsea a bien fait de virer Maresca, parce que c'est pas ton rôle. Même si, je pense qu'en tendant l'oreille, Oui, ce sont tes voisins. tu pourrais presque entendre ce qui se passe là-bas à Stamford Bridge, parce qu'on rappelle que Fulham et Chelsea, c'est le même quartier. Mais ce n'est pas le but de te poser cette question-là. Par contre, vous avez joué récemment à domicile contre Chelsea. Vous avez gagné 2-1. Maresca n'était plus là. Mais si je me souviens bien, la saison dernière, vous aviez été gagné à Stamford Bridge. Je me trompe? Tu penses quoi finalement de ce club-là? Moi, je pense que c'est avec le problème entre lui et la direction, parce que les joueurs, en tout cas de ce que j'ai vu ou entendu, il n'y a pas nécessairement de problème avec les joueurs et le coach.
J'ai eu la chance de travailler avec lui aussi 2 mois avant d'aller à Fulham et c'est vraiment un très très bon coach. Mais il reste un peu aussi, comme voilà, c'est un Italien, donc il reste un peu émotif c'est peut-être aussi ça avec la direction. Il y a peut-être eu des frictions et peut-être qu'il a décidé de partir ou l'inverse, mais je trouve qu'il faisait quand même un bon boulot et quand on voit aussi son pourcentage de victoire, c'est pas aussi des choses faciles, surtout comme vous l'avez dit, il y a Arsenal, il y a Liverpool normalement, il y a City, donc c'est pas facile d'arriver là et après un an de devoir gagner la Ligue. Donc ouais, Et de gagner moi la Coupe du Monde des clubs aussi, il faut le Ouais, rappeler ouais. quand même. Gagner la Coupe du Monde des clubs pendant Ouais. pendant l'été. Donc, C'est vrai. Mais j'avais oublié que Tim avait connu, c'est à Leicester que tu l'as connu évidemment. Ouais. Et oui. Donc, oui, c'est un changement important dans cette saison, évidemment, pour Chelsea, qui est un. Et ce qui est club encore quand même plus qui- étonnant, c'est le choix de son successeur. On va y venir, Ah bah oui, je justement. Le On successeur. fait une passe. Oui, je sais que tu lis la conduite, comme toutes les semaines. Le successeur de Maresca à Chelsea, Liam Rosenior, qui était donc en poste à Strasbourg. Est-ce que tu sais, Tim, que Rosenior est un ancien joueur de Fulham? Je l'ai appris récemment justement, mais je ne le savais pas, non. Voilà. Et Un tu ancien latéral droit de Est-ce que Fulham. tu sais, c'est ce que j'allais dire, est-ce que j'allais lui poser la question. Est-ce que tu sais, est-ce que tu savais qu'il était arrière droit à Fulham? Je l'ai appris au même moment. Bon, voilà. Bon, mais écoute, si c'est un ancien arrière droit de Fulham, ça veut dire que c'est un type bien, qui est intelligent, et donc on va l'écouter. Il explique pourquoi il a choisi de quitter Strasbourg pour aller à Chelsea. This opportunity for me is something that I cannot turn down at this moment in my life for many reasons. One, it's an unbelievable opportunity, an unbelievable club who are Club World Cup champions with an incredible squad, an incredible fan base. Secondly, it means I can go home and see my kids. I'm away from my children. I've missed them, and I wanted to make the sacrifice of not seeing them worth it with the success that we have here. On peut comprendre évidemment ces arguments quand Chelsea vient vous prendre, vous accepter. Par contre, Phil, c'est quand même un transfert qui a fait grincer quelques dents. Tu peux nous expliquer pourquoi? Je comprends évidemment la déclaration de Rosseigneur, il retourne chez lui, c'est normal, on ne refuse pas un club pareil. Ce que je comprends, moi, c'est l'attitude de Chelsea d'aller chercher un coach. Alors, il y a les liens évidemment structurels et financiers entre Strasbourg et Chelsea, et c'est un peu aller dire à un club presque vassal, bon, on vous prend votre entraîneur, maintenant débrouillez-vous. J'aime bien le mot vassal. C'est un peu ce qui se passe et je trouve que c'est une nouvelle tendance dans le foot qui est quand même un petit peu gênante. Ils auraient pu aussi prendre un intérimaire, comme on va le faire à Manchester, on va en parler, jusqu'à la fin de la saison et faire venir Rosseigneur par la suite. Mais couper les ailes à un groupe qui marche bien en plus en Ligue 1. Donc je comprends bien que Rosseigneur ne puisse pas refuser. Il y a l'aspect financier, l'aspect affectif et puis la tribune que ça lui donne, c'est normal qu'il accepte. Ce que je ne comprends pas, c'est la proposition et qu'on puisse comme ça déplumer un autre club. Est-ce que ça te surprend vraiment dans le monde du foot, Phil? Je ne sais pas, Non. je pose la question comme ça. Non, mais je trouve ça malheureux. Voilà. Chris Sutton, lui, il a dit que c'était l'un des plus gros scandales de l'histoire du foot. Bon, je lui laisse la responsabilité de ses paroles, mais il a plus d'autorité que moi pour dire ça. Donc, Ouais. Bon, voilà. En tout cas, c'est un bon communicant. C'est tout, tout ce que je peux dire. Alors, C'est un bon communicant. c'est un bon communicant. Il a entraîné Derby County, il a entraîné Hull City, Strasbourg, bien sûr, et maintenant, il est à Chelsea. Si vous voulez voir quelques images de son premier entraînement, les voici. Place the ball down, take a few steps back, relax, breathe. Visualization, follow through. Watch and learn. If you want to come and take tips from me anytime, I'll give you my phone number after the show. Cheers. C'est pas son premier entraînement. Non, c'est pas son premier entraînement. Il y a une petite inversion de sujet, mais c'est pas grave du tout. Ça, c'était lorsqu'il était joueur. Bon, voilà. Est-ce que Marco Silva sait faire ça aussi, Tim? J'imagine que oui, parce que lui aussi, c'était un bon joueur. Oui, je pense qu'il sait le faire, mais peut-être avec moins de force. Il aurait pu le faire il y a quelques années, je pense, mais maintenant. Mais oui, il a joué aussi, Marco.
Ouais. Bon, allez, les premières images d'entraînement, on vous les montre maintenant, les premières images de Rosenio à l'entraînement. Phil, je voudrais quand même juste dire qu'on est encore dans de la communication. Hein. C'est-à-dire que quand on sait, quand on est entraîneur, qu'on est filmé, qu'on a... Voilà, c'est de la communication. Vous êtes d'accord avec Oui, moi? je suis d'accord. Cela dit, j'ai lu que en fait, son père était aussi entraîneur il y a plusieurs années, et que quand il était très jeune, il avait 8 ou 9 ans, en fait, il faisait déjà l'analyse de toutes les compositions d'équipes du week-end en Première Ligue, et que même il assistait à des séances de discussion avec les joueurs qu'organisait son père, et qu'il faisait semblant de dormir pour bien écouter tout ce qui se disait. Phil, quand j'avais 10 ans, j'avais... Dans les vestiaires, parfois, il y a des joueurs qui font semblant d'écouter, mais qui dorment. Phil, quand j'avais 10 ans, et Raymond Goethals venait à la maison et il me parlait de tactique pendant 2 heures. Pour autant, je ne suis pas devenu entraîneur en Première Ligue. Tu es devenu entraîneur quand même. Oui, mais pas en Première Ligue. Voilà. Non. Il était chroniqueur aussi dans The Guardian, je crois. Hein. Ouais. Il a écrit des... Donc il est un petit peu multifonction, mais on lui souhaite bonne chance, hein, pourquoi pas. Mais il a très bonne, enfin ça peut-être Timothy, tu peux en parler, il a très bonne presse en Angleterre de manière générale. C'est quelqu'un qui est fort apprécié par les médias et par les joueurs, je crois aussi. Oui, je pense que il y a eu beaucoup de choses positives. Après, le seul point négatif qu'ils ont dit, c'est surtout qu'il n'a pas encore prouvé ici en Première Ligue, et c'est toujours difficile à faire. Après, voilà, je pense que si ces idées sont en accord avec ce que le club veut, c'est mieux de prendre quelqu'un même qui a peut-être un peu moins d'expérience en Première Ligue, plutôt que quelqu'un qui a fait beaucoup en Première Ligue et qui n'a pas les mêmes idées que le club. Donc je préfère qu'ils prennent un petit risque à ce niveau-là et qu'ils prennent quelqu'un qui soit parfait pour eux. Tu as raison, tu as certainement raison. Il y a un autre entraîneur, évidemment, qui a été viré récemment en Angleterre, c'est Ruben Amorim de Manchester United. Même question, est-ce que ça vous a surpris? Non. J'ai fait pas mal de matchs de Manchester United et je trouvais même certaines fois que ses décisions étaient parfois un petit peu surprenantes. Ouais. Ces changements en fin de match, enfin voilà. Et j'avais de temps en temps le sentiment de voir un coach qui n'avait pas nécessairement, c'est vraiment un avis qui n'engage que moi hein, pour le coup, mais je suis même pas sûr qu'il avait envie de rester dans ce marasme. Non, parce qu'il y a eu cette interview où il a remis en cause quand même directement la direction. Et puis il y a eu l'acceptation de changer son système. Lui qui ne voulait pas entendre parler d'autre chose qu'une défense à 3. Même le pape pouvait lui demander un moment donné, et tout d'un coup, un match, je ne sais plus lequel, mais il aligne une défense à 4. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Il a fait une sortie, comme tu dis, Phil, il y a peu de temps, une sortie qui ne faisait plus de doute sur le divorce. C'était après le partage à Leeds. On l'écoute. I came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach of Manchester United. And that is clear. I know that my name is not Tuchel, is not Conte, is not Mourinho, but I'm the manager of Manchester United. And it's going to be like this for 18 months or when the board decided to change. I just want to say that I'm going to be the manager of this team, not just the coach. And I was really clear on that. And that is going to finish in 18 months. And then everyone is going to move on. That was the deal. That is my job, not to be a coach. And every department, the scouting department, the sport director needs to do their job. I will do mine for 18 months and then we move on. C'était quasiment mettre fin à la relation. Hein. Il n'a rien frustré là quand il parle quand même. On sent toute ça. Voilà, tout. À partir de ce moment-là, on avait compris que c'était terminé. Tim, vous allez à Old Trafford je pense le 1er février, vu les malheurs de Manchester United qui datent maintenant quand même de pas mal de temps. Est-ce qu'on va toujours à Old Trafford en se disant aïe, on va là-bas et ça va être terrible, ou bien finalement, non, on se dit on y va parce que voilà, on a des qualités, on n'est pas moins fort qu'eux, on y va sans complexe. On y va en pensant qu'on peut gagner. Pour ma part, j'ai beaucoup de bons souvenirs de là, surtout sur le terrain. On voit qu'il y a de l'espace, qu'on peut jouer, et c'est toujours un endroit où ça se passe plutôt bien. Donc j'espère que ça va continuer.
après, on verra avec le nouveau coach. Effectivement, lors du partage à Burnley, 2-2, Darren Fletcher était sur le banc de touche de United. C'est un homme de la maison. Et United a annoncé hier officiellement que c'était maintenant Michael Carrick qui allait diriger l'équipe jusqu'en fin de saison. Un avis? C'est aussi un personnage, une légende du club. Hein. Moi, je pense que justement, c'est par rapport à Chelsea qui fait un choix plus gênant sur le plan de la politique du club, je trouve, pas du personnage. Ici, c'est plus logique parce qu'on va se donner le temps de chercher quelqu'un qui pourrait remplacer. Maintenant, pourquoi pas Michael Carrick? Pourquoi ne pas lui laisser la chance? Il a quand même coaché pendant 3 saisons Middlesbrough. Oui. Peut-être ça s'est pas toujours bien passé, mais enfin, il a été jusqu'à une demi-finale de Coupe de la Ligue, si je me souviens bien. C'est quelqu'un qui a l'expérience du club et surtout c'est quelqu'un de la maison qui est voilà, on revient à des bases peut-être plus intéressantes. Maintenant, je pense que malgré tout, je parlais avec un supporter de Manchester United, il me dit tant que de toute façon on aura cette direction-là, ils feront des mauvais choix, donc ça va continuer. Voilà, il faut voir maintenant sur le terrain comment ça va se passer. Maintenant, il y a un autre grand nom qui s'est libéré récemment, c'est Xabi Alonso. Donc, je pense qu'ils vont peut-être essayer d'avoir quelqu'un comme lui. On verra dans les semaines qui suivent. Encore une info récente, le transfert d'Antoine Semenyo à Bournemouth. Manchester City l'a acquis pour 75 millions d'euros. Avant d'en parler, je voudrais juste vous montrer ceci. C'est une page du Daily Echo, qui est le journal local de Bournemouth. Semenyo a acheté une page de ce journal pour remercier les supporters des Cherries. Merci pour tous les bons souvenirs. Je vous souhaite le meilleur. C'est sympa et original, ça. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est si Timothy a déjà joué contre lui, et si oui, comment il le trouve, et si oui, surtout, parce que c'est depuis qu'il est arrivé, tout le monde dit Doku risque d'avoir un peu moins de temps de jeu, etc. Et donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, je pense qu'il peut aussi jouer à droite. Et on connaît les qualités de Jérémy, donc on sait que ça va pas être un problème. Après, c'est un très bon joueur. Il est assez... il s'adapte assez facilement, donc il peut jouer un peu partout et il est très, très, très costaud. Donc ça, je pense qu'il va avoir 0 problème à City, mais ça va plus être un bon apport plutôt qu'un problème pour gérer. Voilà, c'est un plus pour City vu les qualités de ce gars-là. Pep Guardiola est d'accord avec ça aussi, on l'écoute. Everybody knows the quality is right, so I play extraordinary in Bournemouth in the last years. Can play in both sides, right, left. He used the both legs unbelievably, and the striker as well can play for his pace, and he knows the Premier League. So many clubs want him, and he decided to join us. So all I can say is thanks to him. I'm really pleased for the next years. Là, tu as envie de réagir. Oui, parce que sur moi, les 3 petits mots là, de la fin. La dernière petite phrase, for the next year, ça, je me pose quand même la question, pourquoi il l'a rajouté? Donc voilà. Mais je pense que c'est aussi parce que Pep Guardiola n'a pas envie non plus de bousculer tout l'équilibre offensif qu'il a pour l'instant. On annonce aussi le possible départ à un moment donné de Silva, donc je pense qu'il y a déjà de l'anticipation aussi. Savigno, même s'il est blessé. Voilà, Savigno qui est blessé, etc. Je suis assez d'accord avec ce que Timothy disait à l'instant. Il peut y avoir un gars sur le flanc droit, l'autre sur le flanc gauche, et ça va faire mal aux défenses adverses parce que les deux sont très percutants. Maintenant, il y a dans cette petite phrase quand même aussi la possibilité de dire à Semenyo, écoute, peut-être que tu devrais être un petit peu patient de temps en temps. Oui, le message est passé. Voilà, le message est passé au cas où. Oui, mais hier, avec le match qu'il a fait en Coupe de la Ligue à Newcastle, il est homme du match. Il a marqué 2 buts, il y en a un qui est annulé, on se demande encore pourquoi. Il a éclaboussé tout le match de son talent. Donc, je pense qu'il prend déjà une très, très grosse place. Match en Coupe d'Angleterre, c'était plus facile. Oui, ils ont gagné 10-1. Mais hier, à Newcastle, c'était pas facile. C'est la première fois qu'ils ne marquent pas de la saison à domicile, quand même, Newcastle. Ils ont enfoncé les Magpies et Semenyo a été incroyable. C'est vrai. C'est un super joueur. Hein. Ouais. On est d'accord là-dessus. Merci, Tim. On va te laisser ici parce que je me doute que tu as encore d'autres occupations aujourd'hui. Et puis, tu dois quand même préparer aussi le match face à Leeds. Un énorme merci d'être intervenu dans notre émission. Ça nous a fait plaisir et je pense qu'à nos abonnés aussi. On te souhaite encore plein de bonnes choses. On croise les doigts. Hein. On ne veut pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Mais la première chose, c'est de ne pas se blesser. On en a parlé.
Ça, c'est la première chose. Hein. Et de jouer un maximum. Ouais, ça, c'est le plus important. Voilà. Et puis de jouer le maximum. Tu connais maintenant l'adresse de cette émission, donc tu sais que Et la porte est ouverte. d'accrocher ce fameux ticket européen. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Et d'accrocher, voilà. Et de gagner la coupe. Et de gagner la coupe. Et de gagner la Coupe du Monde ou la Coupe... Les deux. Ah, ok, d'accord. Les deux. Salut, Tim. Un tout grand merci. À bientôt. Salut, merci. Merci à vous. Salut, Timothy. À bientôt. Ciao. Sympa, très sympa. Et chouette toujours d'avoir des gars comme ça, très disponibles et très ouverts et intéressants, intelligents dans la discussion. Vraiment cool. On en vient aux affiches du week-end, parce que le temps passe et on doit avancer un petit peu dans l'émission. Le derby de Manchester, bon, on a déjà abordé le changement d'entraîneur de United. La question, qui pour se relancer dans ce derby? Parce que les deux équipes restent sur 3 partages. C'est mignon. Pas pour se relancer, lui il est bien lancé. Non, mais c'est pour se relancer, c'est-à-dire pour renouer avec la victoire en Première Ligue. Oui. Qui Le factoriste, c'est Semenyo. Il n'était pas là avant, il peut apporter un truc dans ce match-là. Ouais. Et s'il est sur cette bonne dynamique-là, pourquoi pas? Ok, United est 7e à 3 points du top 4. Mais le bilan récent n'est pas exceptionnel du tout. On va le voir ensemble. Le bilan de United, c'est 4 partages, 1 victoire, 1 défaite et l'élimination en Cup. On va voir évidemment, on en a parlé déjà, si Carrick va parvenir à remettre de l'ordre là-dedans. Ouais, ça va être compliqué parce que j'ai regardé le match face à Brighton. C'était triste à voir. Et voilà, il y a Fernandez qui est revenu et pourtant ça ne change pas grand-chose. Brighton n'est pas en très grande forme pour l'instant, mais ils ont pas eu de problème. Non, mais il y a un vrai souci à Manchester United qui a été, je pense, symbolisé maintenant par l'éviction de l'entraîneur. Il faut rappeler quand même. Juste avant, il y a quelques mois, vous vous souvenez, on avait dit, tiens, on va laisser Amorim 3 années. Oui, ça c'est Truc qui avait dit, Radcliffe, exactement. Radcliffe. Voilà. Mais bon, donc, ils y sont même pas arrivés au bout des 5 premiers mois. Oui. Donc, bon, bref. Non, je pense que la seule chance pour eux, parce que je ne sais même pas si c'est une bonne chose ou pas, de rencontrer, quand c'est Michael Carrick pour le premier match, rencontrer Manchester City. Parce qu'en même temps, c'est un derby, donc ça peut peut-être fédérer tout le monde autour de cette rencontre-là. Donc c'est ce qu'il faut espérer. Pour lui, il vaut mieux l'avoir maintenant que dans 5 semaines. Ouais. Peut-être bien, parce que là, il peut encore s'excuser. Là, oui, on ne va pas lui reprocher s'il le perd. Ok, du côté de City, les résultats ne sont pas extraordinaires non plus. On l'a dit, 3 points sur 9. Une qualification en FA Cup, mais bon, contre Exeter, victoire 10-1. Victoire hier, on en a parlé aussi, en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue à Newcastle, 0-2. Mais un gros souci quand même, c'est la défense, parce que là, Gvardiol, Diaz et Stones sont blessés. C'est un problème. C'est pour ça aussi qu'ils ont rapatrié le jeune Max Alleyne, qui était titulaire hier encore. Qui était titulaire hier et qui était prêté à Watford. Ils l'ont dit, écoute mon coco, tu reviens parce qu'on a besoin de toi. C'est un peu ce que Jean-François disait tout à l'heure, c'est que des blessures ou des gens qui partent à la canne, c'est l'occasion pour d'autres joueurs d'émerger. C'est ce qu'il est en train de faire. Oui, c'est Even par exemple à Manchester United, pour prendre un exemple. Il a profité de l'absence des autres pour montrer qu'il était peut-être indispensable. On verra comment lui va se démerder dans les semaines qui vont venir, mais je trouve en tout cas que c'est le petit talon d'Achille quand même récurrent de cette équipe de City maintenant depuis quelques années. C'est que malgré les grosses dépenses qu'ils ont faites, malgré beaucoup d'argent qu'ils ont dépensé, malgré les excellents défenseurs qu'ils ont, c'est toujours ce secteur-là qu'on finit par pointer du doigt, et ici parce qu'ils sont absents et parce qu'ils sont blessés. Ouais. Un peu dommage. Il y a Kuzanov aussi qui reçoit plus de temps de jeu désormais vu les absences. Autre affiche du week-end, Chelsea face à Brentford. Question, est-ce que les Bees sont favoris? Bon, on a parlé du changement d'entraîneur de Chelsea. Chelsea 8e et Brentford 5e avec 2 points de plus. C'est pour ça qu'on peut se poser la question. Est-ce que les Bees sont favoris? Oui, parce qu'ils restent sur 6 matchs en défaite et parce qu'ils sont dans une dynamique extrêmement positive pour le moment. Donc moi je pense, ils ont un attaquant qui est... On va revenir là-dessus, effectivement, tu as raison. Mais le parcours des Blues, surtout, aussi. Oui, mais c'est pas le parcours, c'est le contexte général chez eux. C'est le parcours qui va... Oui, mais au niveau chiffré, ça doit être ça, je me doute bien. Si le parcours chiffré était excellent, l'entraîneur n'aurait pas été mis dehors, entre nous. C'est assez logique. Voilà. Donc non, je pense qu'il y a une certaine logique dans tout ça. Les Blues ne vont pas très bien pour le moment et il est temps que cette équipe trouve, j'ai envie de dire, presque une ligne de conduite
parce que c'est aussi un problème chez eux, c'est-à-dire ça change tout le temps, même en termes, parce que et parfois par le fait que Maresca était obligé à l'époque, hein, il y avait aussi des blessés récurrents dans cette équipe. Le souci est aussi défensif. Hein. C'est Absolument. très peu de clean sheet et donc une équipe qui marque aussi facilement que Brentford va leur poser des problèmes, ça c'est sûr. Chelsea joue ce soir en Coupe de la Ligue, ce mercredi soir face à Arsenal. Ce sera quand même le premier gros test de Rosenior. Et en visite ce week-end à Stamford Bridge, Brentford, donc 14 points sur 18 comme Fulham. Et cette équipe est passée de la 14e à la 5e place en 6 matchs. Avec, tu le disais Jean-François, un homme qui cartonne, c'est Igor Thiago. 16 buts en Première Ligue, 2e buteur derrière Haaland et l'un des meilleurs buteurs européens, tout simplement. On rappelle qu'il était à Bruges. Oui, on rappelle qu'il était à Bruges il n'y a pas longtemps. On rappelle qu'il est transféré et qu'il se fait une grosse blessure à peine arrivé à Brentford. Et le revoir là, dans ce classement-là, avec 16 buts, moi je trouve chapeau. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Et on peut peut-être rappeler, parce que je sais que vous allez en parler dans un instant, mais que c'est toujours une équipe Brentford qui essaie de dénicher le talent. Hein, pour le revendre après. Mais évidemment, ce sont des modèles économiques obligatoires pour ces clubs-là, et même s'ils ont beaucoup d'argent au départ. Mais moi je trouve ça extraordinaire de voir ce gars-là, après la galère traversée, le voir là où il en est maintenant. Super. Magnifique. Et puis il y a un petit nouveau aussi, qu'on connaît bien, qui vient de chez nous. Qui vient du même club. Qui vient du même club, ce club de Bruges, c'est Kai Furo, qui est tout jeune, qui a 18 ans, qui a été aussi, qui est arrivé à Brentford ici tout récemment, regardez. We think. Show your family. C'est sympa. Moi, j'adore ce genre de petits. C'est International U19. Oui, très très bon. Espoir. Non, Espoir, il n'a pas encore été vraiment repris pour l'instant en Espoir, mais International U19. Bon attaquant parce que de très bonnes dispositions, grand, il va vite, il a la percussion, il a déjà joué plusieurs matchs en next avec le club de Bruges et en équipe première, quelques apparitions. Avec un but notamment. Donc, 5 matchs, je pense. Donc c'est un gars d'avenir. Est-ce qu'il part un peu tôt? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est un gars d'avenir. Pas dans un club comme Brentford. Peut-être pas, justement. On lui souhaite bonne chance, bien sûr. Dernière affiche dont on va parler, Nottingham Forest, Arsenal. Formalité pour les Gunners ou pas? Parce que, bon, Arsenal, évidemment, on connaît la force d'Arsenal cette saison, mais Nottingham est 17e et on va voir aussi le parcours de Nottingham cette saison, enfin en tout cas ces derniers temps, c'est pas fameux du tout. Une victoire à West Ham, très importante dans la lutte pour le maintien. Et qui était un peu volée. Peut-être, mais 4 défaites auparavant. Celle, c'est de retour. Oui, suite à la blessure du gardien brésilien, dont j'oublie le nom, mais il est Victor. revenu. C'est ça, Victor. Bon, il n'a pas été spécialement déterminant dans cette victoire à West Ham. Enfin bon, c'est tant mieux pour lui, parce qu'il avait des chances de perdre un petit peu sa place après sa blessure, parce que Victor, le Brésilien, faisait de très bons matchs. Sauf qu'après, il a pris un but au moment de sa blessure. De retrouver Nottingham à cette place-là en pensant que l'année passée ils avaient fait une telle saison, ils sont européens, ils ont encore peut-être un petit coup à jouer sur la scène européenne aussi. Donc voilà, ils ont 7 points d'avance pour l'instant sur le premier relégable, donc ils peuvent encore se dire il y a un petit matelas confortable, mais attention parce que comme les matchs vont s'enchaîner maintenant, ils pourraient vite se retrouver dans les soucis. J'ai regardé la saison dernière, à pareille époque ils étaient 3e avec 41 points, ça veut dire qu'ils ont 20 points de moins. Ça, c'est la Coupe d'Europe. Hein. C'est la Coupe d'Europe et les frasques aussi, et peut-être les frasques aussi du propriétaire. Oui, qui remplace les deux sont liés. Par Postecoglou, et maintenant par Schöndijk aussi. Enfin bon, bref. Ça, c'est la pour en revenir au match, en tout cas, si Arsenal veut continuer à démontrer qu'ils n'ont plus trop d'air, ils sont normalement largement favoris sur la pelouse de Nottingham. C'est vrai. Arsenal a partagé contre Liverpool 0-0. Et puis, il y a eu cette polémique, évidemment. Martinelli, coupable d'avoir voulu éjecter Connor Bradley du terrain. Bradley était blessé. Il lui a jeté aussi un ballon dessus. C'était pas très malin. On vous montre 2 réactions de consultants par rapport à cet épisode. Regrettable, mais bon, on en a fait tout un foin. Gary Neville, on ne peut pas faire ça, espèce d'idiot. Je suis surpris que les joueurs de Liverpool ne se soient pas précipités sur lui pour lui mettre une bonne raclée. Roy Keane dit la même chose, tout en disant ce comportement est une honte absolue. Alors, je vais rappeler quand même aux plus jeunes qui nous écoutent. Moi, je suis toujours
content quand j'entends des poètes parler de... On va rappeler quand même, de ce pour genre ceux qui ne le savent pas, qui était Roy Keane, qui était quand même, je pense, ou qui est l'un des joueurs les plus rugueux, voire les plus vicieux de l'histoire de la Première Ligue, et il donne des leçons de morale. Ouais, Je sais donc pas. les deux remarques sont aussi stupides que l'intervention en elle-même. On donne carte rouge à tout le monde. On donne carte rouge à tout le monde parce que et en plus de ça, ce qui est assez extraordinaire, mais je ne sais pas si vous l'avez repris, mais les interviews de Klopp. Oui, on l'a. Pas de Klopp, de Slot, pardon. Oui. On l'écoute alors. Ah ben écoutez, voilà, lui il est plus malin, plus intelligent. Allez. Hop. I don't know Gabriel Martinelli, but he comes across as a nice guy. And I think the problem for him is, and that's a problem in general in football, that there is so much time wasting and players pretending that they are injured in the final parts of the game or during the game, that you can then sometimes be annoyed if you want to score a goal that you think that player is time wasting. I'm 100% sure that if he knew what the injury might be, that he would never do that. Moi, je trouve qu'il a tout à fait raison. Le vrai problème, c'est que les joueurs sont des simulateurs et qu'il y a des simulations tout le temps, et qu'à un moment donné, on n'en peut plus et que certains joueurs tombent dans le panneau. La vérité, elle est là. Le problème, il est là. Évidemment que s'il avait su que c'était aussi grave, il n'aurait jamais fait ça. Voilà. Donc oui, moi, alors chapeau, franchement, je trouve pas toujours les interviews de Slot extraordinaires, mais celle-là, je la trouve réfléchie. Voilà, lui, il est homme du match, du coup. Pardon ? Lui, il est homme du match. Pour en revenir à Roy Keane, je rappelle quand même aussi, j'espère qu'il ne nous écoute pas, parce que alors peut-être qu'il m'attend à la sortie. Ouais. Il a acquis de l'humour du studio, c'est qu'il a quand même cassé la jambe du père d'Erling Haaland lors d'un match entre Manchester United et Leeds, et qu'il a reconnu par la suite, après un tacle mais absolument épouvantable, et qu'il a reconnu par la suite qu'il l'avait fait exprès. Hein. Voilà, ça met encore un peu mieux en perspective que la réaction qu'il a eue après l'intervention. Vous sortez avec moi pour... Il a poussé le père hors de... Non, ça il n'a pas fait. Non. Ah bon, bref. Voilà pour cet épisode-là, on voulait quand même l'aborder aussi. Le programme de Play Sport ce week-end, on y va. Le derby de Manchester. Le derby de Manchester, on a parlé des 3 affiches du samedi. Hein. En fait, c'est marrant parce que tous les matchs du samedi comme ça ont tout un point où on se dit Manchester United, Chelsea, c'est des clubs un peu malades, Nottingham par rapport à l'année passée. Et donc, on est vraiment dans une saison où je trouve que si on regarde avec quelques mois en arrière, on se dit ça a complètement changé. Hein. C'est vrai. Wolverhampton, Newcastle dimanche, Aston Villa, toujours intéressant de suivre cette équipe qui est vraiment dans le haut du tableau, même s'il a été battu à Arsenal face à Everton, et puis lundi Brighton face à Bournemouth. On passe rapidement au chapitre allemand, il sera assez court. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une journée qui se joue actuellement à mi-semaine. Il y a eu aussi une journée le week-end dernier qui était la journée de reprise après la trêve. Et on va vous montrer les résultats. Tout d'abord du week-end dernier, avec un Bayern de Munich face à... Confirmation. Quoi ? Confirmation, le Bayern de Munich continue. 8-1. Voilà. On n'en avait plus besoin. J'ai commenté le match, c'était 2-1 à la mi-temps, et puis ils en ont planqué 6. 8-1, deux matchs reportés. Voilà, ça c'est la vraie nouvelle, c'est qu'il a fait froid en Allemagne. C'est vrai. Il y en a encore un qui est reporté cette semaine, des matchs d'hier. Oui, tout à fait. Et puis Leverkusen-Stuttgart 1-4 quand même. Ça, c'est une surprise. Hein. Oui. Un petit peu. Ouais. Et puis... Et Gladbach qui confirme son retour. On se souvient qu'on avait interviewé le supporter début de saison, c'était la cata. Là, il commence vraiment à respirer beaucoup mieux. C'est vrai. Et alors, quand même aussi, Dortmund-Francfort 3-3. Hein, ce qui veut dire qu'après ce week-end-là, le Bayern s'est retrouvé avec 11 points d'avance. Je commente Dortmund d'ailleurs samedi. Le week-end prochain. Mais on va d'abord montrer les résultats d'hier. Stuttgart-Francfort 3-2. Aldakil malade, Théâtre titulaire, Dortmund-Brême 3-0, ce qui veut dire que Dortmund revient à -8 sur le Bayern, mais qui doit encore jouer. Et puis un match reporté, effectivement. Et le Bayern joue ce soir face à Cologne, ce qui nous amène tout doucement au programme de Play Sport, notamment pour la fin de cette journée de compétition mi-semaine. Donc ce soir, ce mercredi, Cologne-Bayern, demain Augsbourg face à l'Union Berlin. Et puis on peut enchaîner aussi avec la suite, puisqu'il y a forcément une journée de Bundesliga le week-end prochain. Brême, Francfort, Dortmund, St. Pauli,
Leipzig, Bayern, Stuttgart, Union Berlin, Jean-François, vite. Dortmund, 5 polis, pour moi, ce week-end. Enfin, Voilà. Leipzig, Bayern, c'est intéressant. Aussi, voilà, on arrive à la fin de cette émission. On rappelle les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, X et Instagram. Pour le Bayern, c'est juste intéressant de rappeler qu'ils vont. C'est bien qu'ils aillent à Leipzig parce qu'après, il y a la Ligue des Champions qui C'est vrai, redémarre contre pour l'Union. eux, et notamment l'Union C'est Saint-Gilloise. vrai. Et je vous rappelle aussi que cette émission est reprise tous les jeudis sur le site de Sudinfo. Donc n'hésitez pas. Et sur notre chaîne YouTube aussi. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de PL Big Club. Bye bye.